Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mes recherches sur le coton. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Charlène Bouchot, je suis chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire ASP, Archéozoologie, Archéobotanique, Société, Pratique et Environnement. Et je suis archéobotaniste, je m'intéresse à l'étude des restes végétaux que l'on trouve sur les sites archéologiques au Moyen-Orient et au nord-est de l'Afrique, durant l'Antiquité et l'époque médiévale, l'époque historique au sens large. Et je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches, des recherches de plusieurs membres de mon laboratoire sur l'histoire du coton, autrement surnommé l'or blanc, en vous invitant à un voyage de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est le titre que j'ai donné à mes présentations, mais en fait j'aurais dû inverser et dire le voyage du coton de nos jours à l'Antiquité. Parce qu'actuellement, ce qu'on a comme image du coton, c'est un symbole de blancheur, de douceur, mais c'est également l'un des symboles les plus éloquents des désastres de la mondialisation actuelle, que l'on pense à l'esclavage et au colonialisme, à la disparition de la mer d'Aral provoquée par les cultures intensives de coton, ou bien encore à l'exploitation du travail des enfants en Ouzbékistan, intimement lié à cette production. Et entre ces deux visions opposées de douceur et de désastres écologiques et humains, je vais vous présenter ici une troisième voie qui est celle de l'approche historique, en vous présentant les recherches archéologiques et historiques qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette plante. Le coton, actuellement, c'est la première fibre textile végétale exploitée dans le monde. Vous pouvez voir ici un graphique qui vous montre la répartition des productions ces dernières années, depuis les années 90, des productions de coton les plus importantes, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, le Brésil, qui cumulent à eux seuls une part importante de la production du coton à travers le monde. On est à peu près vous voyez, en 2019, à un peu plus de 25 millions de tonnes de coton produit annuellement. Le coton est une plante des pays chauds, originaire des régions tropicales et subtropicales, et il est cultivé actuellement principalement dans l'hémisphère sud. On en trouve un petit peu dans l'hémisphère nord de nos jours. Donc, qu'est-ce que le coton ? Ça appartient à la famille des malvacées. Les malvacées, ça comprend aussi la mauve, l'hibiscus. Et son genre, c'est Gossypium, de son nom latin. Comme j'ai dit, il est originaire des régions tropicales et subtropicales et pousse dans ces régions, et on le trouve aussi dans les zones tempérées. C'est une plante qui aime la chaleur et l'humidité. Il supporte assez mal le gel. Donc il est à la fois cultivé en culture pluviale, c'est-à-dire qu'il bénéficie des eaux de pluie pour mûrir et fleurir. Mais dans les pays qui n'offrent pas les conditions pluviométriques nécessaires, il est irrigué. D'où notamment, je parlais de la disparition de la mer d'Aral, qui est liée entre autres au problème d'irrigation de la culture de la plante. C'est une plante qui est cultivée sous forme pérenne ou annuelle, donc il peut avoir la forme d'un arbre, on le verra plus tard, ou d'un arbuste replanté tous les ans. Et il se présente de cette façon avec des fruits qui sont des capsules qui sont donc fermées ici et qui s'ouvrent à maturité et qui laissent entrevoir ces balles de coton blanches qui sont en fait des poils épidermiques qui poussent à la surface des graines. Donc là, vous avez une représentation de la graine de coton, ici coupée en deux. Et donc d'où partent ces poils épidermiques qui ont attiré assez précocement l'intérêt des populations humaines pour en faire une fibre textile, pour en faire des tissus. Il y a deux types de fibres. Des fibres longues, qui sont propres à être tissées
et transformées de différentes façons, et des fibres courtes qui s'arrachent moins facilement et qui restent à la surface de la graine. Et ces fibres courtes, par exemple, c'est ce qui va être utilisé pour la fabrication de la ouate, de nos cotons démaquillants notamment. La graine aussi a un intérêt parce qu'elle est oléagineuse. Alors, elle a un produit, un produit toxique, donc qui la rend impropre à la consommation humaine. Mais on a trouvé assez récemment la façon d'éliminer ce produit toxique qui s'appelle le gossypol. Et c'est maintenant l'huile de coton est comestible. Et d'ailleurs, on la retrouve dans des produits agroalimentaires. Et c'est pour cette raison que sur la diapositive précédente, j'avais mis un intrus que vous avez peut-être repéré. Donc au milieu de cette myriade d'images, vous avez une image de chips qui notamment évoque l'utilisation d'huile de coton dans l'industrie agroalimentaire. Donc voilà pour cette petite présentation botanique et agronomique. Actuellement, la production de coton, elle est assurée à 90% par une seule espèce, qui est l'espèce Gossypium hirsutum, qui a été domestiquée il y a à peu près entre 4000 et 5000 ans. La datation de sa domestication est encore incertaine, en Amérique centrale. Et donc ce coton, qui présente des caractéristiques intéressantes pour l'industrie textile, a été domestiqué dans cette région du monde et depuis le 19e siècle, s'est étendu à travers le monde. Et actuellement, donc, il représente 90% de la production mondiale. Ça s'est fait aussi à la faveur d'un développement de l'industrie textile, des améliorations techniques comme l'invention de l'égreneuse à coton, une amélioration aussi au niveau du traitement de la fibre, qui a permis donc l'expansion de la culture du coton et l'expansion de cette espèce en particulier. Mais cette uniformité de prime abord cache une autre diversité, puisqu'en fait, il n'y a pas qu'une espèce de coton qui a été domestiquée dans le monde, il y en a 4, donc 3 autres. Juste avant, donc cette espèce de coton qui a été domestiquée en Amérique centrale, Gossypium hirsutum, c'est le coton qui a fait l'objet d'une amélioration variétale et qui est présent actuellement sous forme d'OGM. Donc le coton BT dont on entend régulièrement parler, en bien et en moins bien. Donc c'est sur cette espèce que se sont faites ces recherches qui ont conduit à la mise en place de ce coton transgénique qui est largement cultivé à travers le monde et donc qui a été présenté comme une solution face aux attaques d'insectes, donc comme le montre l'illustration sur cette diapositive. Et alors, il y a eu un impact positif puisqu'on a obtenu des rendements importants tout en maîtrisant les attaques par les insectes. Ça a aussi créé pas mal de problèmes agronomiques et humains puisque cette variété transgénique a été introduite dans des régions où sa culture n'était pas forcément adaptée. Et actuellement, il y a beaucoup de révoltes, notamment au Pakistan, en Inde aussi, dans plusieurs zones africaines, où on se rend compte que l'implantation de cette plante transgénique ravage les sols, les cultures, et de fait a des conséquences importantes sur les populations humaines et leurs revenus. Donc, comme je disais, il n'y a pas que cette espèce de coton, il y en a 3 autres. Donc 4 espèces de coton qui ont été domestiquées de façon indépendante à différents moments de l'histoire et sur différents continents. On vient de parler d'Hirsutum. On a aussi le coton barbadense qui, lui, a été domestiqué au Pérou. Donc il y a environ 7000 ans. Ce coton barbadense, c'est celui qui est actuellement cultivé en Égypte et qu'on le nomme coton égyptien. Donc coton égyptien qui est assez réputé parce que ses fibres sont très longues et font des
donc, produisent des fibres qui sont appréciées pour des textiles à haute valeur ajoutée. Donc ce coton-là, en fait, il vient d'Amérique du Sud. Et puis, on en a deux autres auxquels on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. L'un, Gossypium arboreum, qui a été domestiqué probablement dans le sous-continent indien entre 8000 et 6000 ans, et le coton africain, Gossypium herbaceum, qui lui a été domestiqué sur le continent africain à une date encore inconnue. On va le voir plus en détail par la suite. Et donc, quand on parle de coton, il faut avoir en tête que l'on fait référence à ces quatre espèces. Et donc, de par mes recherches, on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à ces deux cotons un peu oubliés. Donc, Gossypium hirsutum, 90% de la production mondiale. Gossypium barbadense fait à peu près le reste. Et puis les deux autres sont encore un tout petit peu cultivés actuellement, mais dans des régions très très limitées, en Inde, un peu en Afrique, mais représentent une part très très infime de la production mondiale actuelle. Pour vous donner aussi quelques clés de compréhension sur ces différences entre les cotons américains et puis les deux autres, vous l'avez vu, je ne l'ai pas détaillé, mais phylogénétiquement parlant, on a affaire à des groupes différents. On parle de cotons diploïdes, sans rentrer dans les détails, qui ont une histoire un peu plus ancienne que les cotons américains, qui sont des cotons tétraploïdes et qui sont issus d'une hybridation entre les anciens cotons diploïdes et puis un coton sauvage américain. Donc, quelques données aussi agronomiques. Donc, le Gossypium hirsutum, le coton américain actuellement largement produit par le monde, a des rendements intéressants, avec des fibres d'une longueur moyenne à longue qui les rendent intéressants pour l'industrie textile. Ses points négatifs, c'est qu'il a des besoins en eau très importants. Il a des besoins en fertilisants aussi qui sont importants. Et il est sensible aux ravageurs, d'où la création de ce coton transgénique qui permet de pallier, avec des effets négatifs sur les sols. Il a besoin de sols profonds, de sols argileux et lourds, et il s'adapte bien aux sols irrigués. De l'autre, en face, on a nos deux cotons de l'ancien monde, donc indien et africain, actuellement, quand je l'ai dit, assez peu exploités, qui sont résistants à la sécheresse, bien plus que le coton hirsutum, qui sont également plus résistants aux ravageurs, mais qui proposent des rendements plus faibles. Et c'est probablement pour cela qu'à partir du 19e siècle, on a préféré mettre en valeur le coton américain. Donc faiblement en rendement, qui sont entre autres associés à une production moindre et puis des fibres qui sont plus courtes que sur les autres espèces. Il s'adapte à des sols peu profonds, des sols sableux, et croît très bien sur des sols peu ou non irrigués. On se rapproche un petit peu plus dans le détail. Donc, une diapositive qui vous montre les similitudes et les différences entre arboreum et herbaceum. Donc, arboreum, je vous rappelle, le coton qui vient d'Inde, et herbaceum, le coton qui vient d'Afrique. Donc, qui a un nom latin et des équivalents vernaculaires un peu trompeurs. Donc avec l'idée qu'un serait coton arboré et l'autre coton herbacé. En fait, pas du tout. Les deux peuvent être des arbres, pas très hauts, hein, ça peut pousser jusqu'à 10 mètres de hauteur, ou des petits arbustes, enfin des formes herbacées plutôt, arbustives, qui sont cultivées sous formes annuelles. Les fruits et les graines se ressemblent, et on les distingue notamment au niveau des bractées, qui présentent des caractéristiques qui permettent de différencier les deux espèces. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire du coton, si on prend en premier le Gossypium arboreum, on se confronte à un problème qui est que l'ancêtre sauvage de cette espèce est inconnu à cette date. On suppose qu'elle a disparu. Les premières mentions archéologiques que l'on connaît correspondent à la distribution naturelle présumée qu'on situe au nord du sous-continent indien,
Donc là, on se trouve au Pakistan, sur le site de Mehrgarh, donc, qui est un site à l'ouest de la vallée de l'Indus, et qui est un site très important à la période néolithique. C'est là où on observe les premières formes de céréales domestiquées, les premières formes d'élevage, les premières formes de poterie. Et donc il y a des zones d'habitat et des tombes. Et au sein de ces tombes, on a trouvé des inhumations. Dans l'une d'entre elles, une inhumation comportait le squelette d'un adulte et d'un enfant. Et à côté de l'adulte, il y avait des perles en cuivre qui étaient préservées. Et au sein je crois qu'il y a 8 perles en cuivre qui ont été trouvées. Et au sein de l'une de ces perles en cuivre, il y avait encore des restes de fibres, donc, qui datent d'environ 8000 ans. C'est assez rare pour être noté. 8000 ans, ça fait beaucoup. Et normalement, ce type de résidu a disparu. Donc là, on a trouvé ces fibres parce qu'elles se sont minéralisées au contact des perles en cuivre. Ces fibres ont fait l'objet d'une étude par Christophe Moulera et son équipe du musée du Quai Branly. Et donc ont été identifiées des fibres de coton. Donc là, on a l'attestation la plus ancienne de l'utilisation de coton au nord du sous-continent indien. La question qui se pose, et à laquelle pour l'instant je n'ai pas de réponse à vous offrir, c'est est-ce qu'il s'agit de coton déjà domestiqué ou est-ce qu'on est encore dans une utilisation de coton sauvage qui poussait à l'époque autour du site. Donc c'est une question sans réponse. Il faudrait d'autres types de données pour pouvoir y répondre. De façon quasi concomitante, sur les sites voisins, on voit apparaître dans les millénaires qui suivent d'autres fibres de coton, des graines, qui laissent supposer que cette région est le centre de domestication de l'espèce Gossypium arboreum. Et donc à une période que l'on situe entre 8000 et 6000 ans avant nous. Pour l'espèce Gossypium herbaceum, donc je vous l'ai dit que là il s'agit d'une espèce qui s'étend sur le continent africain. Donc là, on connaît a priori son ancêtre sauvage. Les recherches phylogénétiques nous indiquent qu'il s'agit de la sous-espèce Gossypium herbaceum africanum, qui pousse actuellement en Afrique du Sud. Le problème auquel on est confronté cette fois, c'est que les premières mentions archéologiques de coton sur le continent africain sont situées bien plus au nord. Donc on est au nord-est de l'Afrique et sont datées d'il y a environ 2000 ans. Donc on est autour du changement d'ère où on voit apparaître sur les sites archéologiques des graines et des restes de fruits de coton. Les recherches actuelles, en raison de la présence de ces mentions archéologiques et en raison de la distribution actuelle d'autres cotons sauvages, laissent penser que la domestication aurait peut-être eu lieu par ici, en Éthiopie, Soudan. Donc ce sont des recherches en cours. On n'a pas encore de réponse sûre à ce sujet, mais ce sont les hypothèses qui sont proposées. Et sur un des sites archéologiques, donc le site de Kasser Ebrim, on est au sud de l'Égypte, et on est au IVe siècle de notre ère. On a fait une analyse génétique, la seule analyse génétique menée à ce jour directement sur du coton archéologique. Donc vous avez une image ici, montre qu'il s'agit bien de l'espèce Gossypium herbaceum. Donc là, on a une réponse, on est sûr que ce coton-là est utilisé au IVe siècle de notre ère dans cette région du monde. Donc voici en quelques mots les données qu'on a sur les processus de domestication des deux espèces. Et plus on avance dans le temps et plus on est capable de bien documenter ces histoires. Cette carte, elle vous montre, pour l'Antiquité, les témoignages archéologiques, donc qui sont présents sous forme, alors soit sous forme parfaitement préservée de fruits de coton, de graines entourées encore de leurs fibres. Ça, ce sont des exemples très rares et qui viennent d'Égypte, où le climat permet la préservation sous forme desséchée de ces restes, de ces vestiges de plantes. Mais ce sont des choses assez rares. La plupart du temps, les graines, elles sont trouvées sous forme
brûlées. Vous en avez une image ici. Et elles sont trouvées sous forme brûlée et elles résultent a priori de l'opération d'égrainage. C'est-à-dire que les populations séparent la graine des fibres avant que les fibres soient tissées et jettent la graine au feu. C'est une des hypothèses envisagées. On peut aussi penser que les populations humaines passées récupéraient les graines, les broyaient pour en extraire de l'huile et les jetaient aussi ainsi au feu. C'est de cette façon, c'est comme ça qu'on explique le fait qu'on trouve régulièrement des fragments de coton, de graines de coton sur les sites archéologiques. Donc on trouve ces graines, ces fruits préservés sous forme desséchée ou carbonisée. On trouve également des morceaux de tissu, donc soit des petites cordelettes, comme je vous en ai donné un exemple juste avant sur le site de Mehrgarh, soit carrément des tissus sur lesquels on peut voir encore des motifs. Ça, c'est souvent des découvertes qui sont faites dans les tombeaux où les conditions de conservation permettent une préservation assez exceptionnelle de ce type de vestiges. Donc c'est sous ces deux formes-là qu'on trouve le coton sur les sites archéologiques, soit sous forme tissée, soit des restes de la plante directe. Et puis on a aussi d'autres types de sources qui nous parlent de l'histoire du coton, notamment les textes anciens, notamment par exemple donc ce qu'on appelle la Mésopotamie, l'Irak, l'Iran, même en Turquie actuelle, où on a trouvé des textes écrits en particulier en akkadien qui mentionnent l'exploitation de la plante. Et puis dans les textes latins, grecs, où je vous ai mis les équivalents ici, où sont mentionnés donc l'utilisation, le commerce, l'exploitation, la production de la plante et qui renseigne peu à peu, qui nous donne des indications sur son histoire. Et donc c'est à partir de ces différents types de sources qu'on peut avoir une idée de plus en plus précise de l'histoire de la plante. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette carte, elle vous présente la répartition spatiale des différents types de sources pour l'Antiquité. Donc, grosso modo, entre le milieu du premier millénaire avant notre ère et le milieu du premier millénaire après notre ère. Et vous voyez que le coton est assez bien étendu. Et donc, depuis sa zone de domestication, d'une part du sous-continent indien, il s'est étendu à travers l'ensemble du sous-continent indien, comme vous pouvez le voir. En Afrique, on a aussi une présence assez importante de la plante, et puis également dans tout le Moyen-Orient, en fait. On va s'intéresser plus particulièrement à deux sites archéologiques qui ont fait l'objet de recherches au sein de notre laboratoire, qui sont d'une part le site de Mleiha, aux Émirats arabes unis, donc en Arabie orientale, et d'autre part le site d'Egra, au nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Donc ce sont deux sites contemporains de la période antique, du début de notre ère, où ont été trouvés des cotons et où on va voir où se posent des questions de nature différente. Alors le site de Mleiha, qui a été fouillé par Michel Mouton il y a quelques années, est occupé donc au tournant de l'ère, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est un bâtiment qui s'appelle le bâtiment H, qui a été trouvé sur le site. Donc c'est un site, comme je l'ai dit, aux Émirats arabes unis, un site qui est une place commerciale importante et qui participe à l'activité commerciale intense qui s'observe durant ces périodes. Donc le bâtiment H est un de ces bâtiments trouvés sur le site, qui est probablement un bâtiment fortifié et qui a été victime d'un incendie au début du IIIe siècle de notre ère. Et ça nous intéresse particulièrement parce que c'est comme à Pompéi, l'incendie a figé, a fossilisé en fait tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Et c'était un bâtiment de stockage, enfin, qu'on interprète comme un bâtiment de stockage, où ont été stockés des produits en tout cas. Et donc nous, en tant qu'archéobotanistes, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on y trouve quantité de produits végétaux, alimentaires et non alimentaires.
Je l'ai dit, Mleiha, c'est un site qui est intégré à un réseau commercial intense. Et par les découvertes qui ont été faites sur le site, on sait que le site était en connexion avec des régions du monde assez lointaines. On a trouvé notamment des céramiques indiennes, des amphores de Cilicie, des amphores égyptiennes, qui montrent que donc à cette époque antique, il y avait une forme de proto-globalisation qui allait de l'Inde à l'Afrique, en passant par la péninsule arabique jusqu'au monde méditerranéen. Au sein de ce bâtiment, donc, comme je vous l'ai dit, ont été trouvés un certain nombre de vestiges archéobotaniques qui mettent également en évidence l'existence de ces réseaux à longue distance. On a trouvé des grains de poivre noir, du riz asiatique, du haricot d'olique, qui est une légumineuse qui, à cette époque, pouvait être cultivée en Inde ou en Afrique. Et ces recherches ont été menées par Vladimir Dabrowski, qui est un post-doctorant au sein de notre laboratoire. On a aussi trouvé, donc Vladimir a identifié foule de produits qui étaient produits localement, des céréales, des fruitiers, qui renseignent sur l'agriculture locale et donc sur le commerce à longue distance. Et ce qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il a trouvé du coton. Du coton sous forme, donc ici, sous forme textile, donc des fibres de coton tissées, donc évidemment brûlées, hein, je vous l'ai dit, ça a été incendié, et des balles de coton, où on voit encore les graines avec les fibres. Donc c'est des balles de coton brutes. C'est interprété non pas comme l'utilisation de coton sur le site, mais plutôt comme donc les textiles pourraient correspondre à des filets, enfin à des contenants en fait, qui renfermaient des produits alimentaires. Et les balles de coton étaient probablement utilisées comme calfeutrants aussi, pour permettre le stockage, le transport et le stockage des produits. C'est comme ça qu'on interprète ces découvertes de coton. La question qui se posait pour cette époque, c'est est-ce que ce coton qu'on trouve sur ce site est produit localement ou vient d'ailleurs ? Les arguments en faveur d'une production locale, c'est que on sait que le site à cette époque est lié à la présence d'une oasis à proximité, donc parce qu'on a trouvé des restes de palmiers dattiers, des restes de céréales, de légumineuses, donc on sait qu'il y a une oasis à proximité, et que par ailleurs le coton, il est très bien, on sait qu'il peut être cultivé au sein de ces oasis, parce que c'est une culture qui se prête assez bien à ce type de milieu. Donc c'était une vraie question qui se posait. Ou alors est-ce que le coton vient d'ailleurs, puisque on sait que le site de Mleiha est intégré à des réseaux commerciaux intenses à cette période. Donc pour ce faire, on a mené des analyses encore plus précises de géochimie isotopique. Et on a mesuré la valeur en strontium de ces produits. Sans rentrer dans le détail, les valeurs isotopiques en strontium qui sont présentes dans le sol, dans l'eau fossile, dans l'eau, dans les précipitations, elles sont enregistrées au niveau de la plante. Et donc lorsqu'on mesure les valeurs en strontium de la plante, elles nous renvoient aux caractéristiques du sol, et donc on peut savoir si ça correspond à des valeurs locales ou à des valeurs qui viennent d'ailleurs. Et donc ça, ce sont des recherches toutes récentes qu'on a menées ces 2 dernières années sur ces vestiges de coton archéologique pour répondre à la question, est-ce qu'il s'agit d'un coton local ou importé ? Et je ne vous détaille pas la méthode, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais le résultat, c'est que le coton, il n'est pas produit localement, il a été importé. Et en couplant, donc il était importé, il restait à savoir d'où il vient. Donc la personne qui a fait ça, qui s'appelle Saskia Ryan, qui est postdoctorante aussi chez nous, elle a comparé donc, les valeurs en strontium qu'elle obtenait sur les cotons aux valeurs qu'elle avait à disposition sur une large partie du sous-continent indien. Et puis aussi, on a regardé ce qu'en disaient les textes et les témoignages archéologiques, notamment la poterie. Et tout nous indique que le coton qui se trouve à Mleiha vient très probablement
de cette région-là, donc dans le Gujarat. On a aussi des poteries qui viennent de là-bas et qui se trouvent sur le site de Mleha. On a aussi un texte assez célèbre qui s'appelle Le périple de la mer Érythrée, et qui est un texte qui a été écrit au 1er siècle de notre ère par un commerçant grec, un grec à l'usage des commerçants, qui effectuait le voyage entre le monde méditerranéen, la mer Rouge, l'océan Indien et puis l'Inde, et qui répertorie tous les produits qu'on pouvait trouver dans les ports. C'est une espèce de fascicule à l'usage des commerçants. Et dans cet ouvrage, on trouve régulièrement des mentions de coton, et on sait que cette région était productrice de coton de différentes valeurs. Il y avait des cotons plutôt de bon marché, des cotons luxueux, qui étaient ensuite exportés vers l'Afrique, vers le monde méditerranéen. Et donc là, nos études en géochimie isotopique ont montré que très très probablement le coton trouvé à Mleha venait de cette région du monde. Et donc c'est un argument en plus pour montrer l'activité commerciale intense qui pouvait s'observer à cette époque. Si on passe maintenant sur le site d'Egra, donc Egra, on se trouve au nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Son autre nom, c'est Medain Saleh, son nom actuel, et puis Egra, c'est son nom antique. Il est connu, c'est la cité jumelle de Petra qui se trouve en Jordanie, et il présente ces mêmes types de tombeaux creusés à même la roche, donc des tombeaux de la civilisation nabatéenne qui s'est étendue entre le milieu du premier millénaire avant notre ère et les premiers siècles de notre ère, donc en Jordanie actuelle et au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Et ces Nabatéens étaient entre autres connus pour leurs activités de commerce entre le sud de la péninsule et le monde méditerranéen. Sur le site d'Egra, qui est fouillé depuis 2008 par une équipe franco-saoudienne dirigée par Leïla Némé et Daïf Al-Altali et François Villeneuve, donc on a trouvé un certain nombre de vestiges qui permettent de faire émerger l'histoire de ce site. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des nombreux tombeaux qui sont trouvés sur l'ensemble des parois du site, qui sont creusés à même la roche et qui contenaient un certain nombre d'inhumations, certaines encore non pillées, ce qui est très rare. Par exemple à Petra, il n'y a pas de tombeau non pillé qui a été trouvé. Donc ces tombes sont réparties sur l'ensemble du site, et on a aussi une zone résidentielle, une zone d'habitat. Donc on a trouvé un certain nombre de maisons et des puits aussi qui sont répartis sur l'ensemble du site et qui permettent d'envisager la présence d'une grande oasis sur le site. On est en plein désert, ça j'ai oublié de le dire. Donc les conditions climatiques ne permettent pas une agriculture non irriguée. Donc on est dans un contexte oasien où toutes les cultures sont irriguées grâce à l'existence de ces puits. La zone résidentielle a été fouillée par différents archéologues, et au sein de cette zone résidentielle, on a prélevé des sédiments qu'on a tamisés afin de récupérer les restes végétaux minuscules qui étaient présents sous forme carbonisée. Et alors ces restes végétaux ont été identifiés et analysés en laboratoire et permettent d'avoir une image assez précise des cultures qui étaient cultivées à l'époque sur ce site. Alors là, je vous donne une liste des végétaux qui correspondent à la période entre la fin du 1er siècle de notre ère et le 4e, 5e siècle. Et on trouve un certain nombre de végétaux qui témoignent d'une agriculture variée sur le site à cette époque. On trouve des céréales, de l'orge et du blé, évidemment beaucoup de dattes, donc qui témoignent de l'importance de la culture du palmier dattier à cette époque, sous toutes ses formes. On utilise les fruits, les feuilles, le tronc pour se chauffer. Donc tout est utilisé chez le palmier. Un certain nombre de fruitiers aussi, des oliviers, de la grenade, des raisins,
des légumineuses comme de la lentille. Et la surprise était assez grande, du coton aussi. Donc déjà, on arrive à restituer l'image d'une oasis, d'une palmeraie qui s'organise en différents étages avec les palmiers dattiers qui offrent ombre et fraîcheur à l'étage des arbres fruitiers. Et puis au sol, on a les cultures annuelles de céréales et de légumineuses. Et puis le coton, où encore une fois la question se pose, est-ce qu'il s'agit d'une culture locale ou d'une importation? En parallèle, les tombeaux, donc certains étaient soit pillés partiellement, soit pas du tout pillés, et donc ont été fouillés. Et au sein de ces tombeaux, on a trouvé des inhumations et des restes de linceuls. Ces linceuls ont été analysés et donc beaucoup étaient en lin et en laine et un certain nombre d'entre eux étaient en coton aussi. Donc là, sur ce site, on a encore une fois deux types d'attestations archéologiques de la plante, sous forme tissée et sous forme brute de graines. Donc ça constituait des découvertes vraiment intéressantes. Ce qu'on a fait en premier, c'est on a daté pour savoir un petit peu comment s'organisait. Les informations qu'on a pour l'instant nous montrent que les plus anciennes traces de coton archéologique sont les tissus qu'on trouve dans les tombeaux. Donc une hypothèse qu'on a développée, c'est que peut-être que les premières arrivées de coton sur le site ont été sous forme de ces linceuls déjà tissés et résultaient d'importation. C'est une hypothèse. Et puis les graines correspondent à des périodes un peu plus récentes. Et là, l'hypothèse qui est suggérée, c'est peut-être que donc de découvrir ce coton déjà sous forme tissée a suscité l'intérêt des populations qui se sont mis à cultiver le coton sur le site. Et donc introduire la plante au sein des oasis. Donc on a encore mené les mêmes types d'analyses en géochimie isotopique et qui nous montrent qu'on a à la fois raison et tort et qui méritent de plus amples investigations. À savoir que les graines de coton, elles sont effectivement bien locales. Donc là, on a un argument assez fort pour dire que le coton est bien cultivé au sein de ces oasis. Et certains tissus ont un signal qui montre qu'ils ont probablement été importés. Donc on est en train de réfléchir là-dessus, de voir à peu près à quelle histoire ça pourrait correspondre. Mais donc là, on a des témoignages à la fois de production locale de la plante et puis d'importation des tissus. Une autre question qui se pose, si vous vous rappelez de mes propos du début, c'est qu'on a deux espèces de coton en jeu. L'un, donc un coton indien, et l'autre qui est un coton africain. Et ces deux ont probablement voyagé et circulé durant l'Antiquité. Et ça, ce sont des recherches aussi qui sont menées par une doctorante au sein de notre laboratoire, Juliette Milon, et qui essaie de différencier à partir de la forme des graines de coton, dont vous avez des images ici à droite, à quelle espèce ces cotons pourraient correspondre. Les premières données suggèrent que les graines de coton qui sont trouvées à Aigra pourraient plutôt s'apparenter à l'espèce africaine. Mais encore une fois, j'espère d'ici quelques temps pouvoir vous donner une réponse un peu plus fiable. Une autre question qui se pose, si on essaie d'avancer, d'aller un peu plus loin, c'est comment on peut imaginer à quoi ressemblaient ces cultures en fait. Aujourd'hui, on a en tête des images de champs de coton à perte de vue, donc cultivés comme des annuels, qui sont donc plantés tous les ans, ramassés tous les ans, qui demandent beaucoup d'eau, de la chaleur notamment, mais surtout beaucoup d'eau. Et est-ce que c'était la même chose dans l'Antiquité? Par exemple, à Aigra, j'ai oublié de vous le mentionner, mais les graines de coton, elles sont trouvées sur un peu plus de 3 siècles. Donc ça veut dire que sur ce site, pendant un peu plus de 3 siècles, on a été capable de cultiver du coton sans pour autant détruire l'oasis, sans qu'on ait aucun témoignage qui montre que cette culture a complètement lessivé les sols ou quoi que ce soit. Donc est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans notre connaissance sur la façon dont le coton était cultivé dans
dans le passé. Alors on a quelques indices qui nous montrent qu'on était probablement dans des cultures un peu plus raisonnées que celles qu'on observe actuellement. La première, c'est l'analyse génétique qui a été menée sur un coton en Égypte et qui montre que ce coton-là semblait être adapté à un stress hydrique assez important. Donc probablement qu'il faisait face à des conditions de sécheresse, mais que pour autant, le coton a pu être cultivé dans ces régions désertiques. Et puis aussi, on a des témoignages agronomiques du début du XXe siècle. Donc là, une photo en noir et blanc, qui vous montre que le coton était cultivé dans le désert et sous forme d'arbre. Là, il y a une autre photo qui montre, que je n'ai pas mise ici, mais où on a un homme à cheval à côté, pour vous donner une idée de l'échelle. Ces cotons-là ont 3 ans. Et donc, c'est un type de culture qui profite donc de l'enfouissement dans le sable et de la rosée pour cultiver sans irrigation ces cotons sous forme arborée. On a aussi quelques écrits qui nous mentionnent la façon dont le coton pouvait être cultivé. Et là, je vous ai mis un témoignage d'un agronome qui parle de la culture du coton en Espagne. Parce qu'à partir de l'époque médiévale, dans le sud de l'Espagne, on introduit ces plantes, un certain nombre de plantes qui viennent des zones tropicales, dont le coton, et qui s'implantent très bien en Espagne. Et d'ailleurs, on en trouve encore. On trouve encore du coton qui pousse dans le sud de l'Espagne. Et ces témoignages agronomiques médiévaux nous montre, donc je le lis, suivant Abouelkir et autres, on cultive le coton en terrain arrosé et en terrain qui ne l'est pas. Suivant Ibn Fassel, la terre qui en Espagne convient aux cotonniers, c'est la terre rude et celle qui est aride. Dans ces deux natures de terre, son produit est précoce et d'un grand profit, et jamais il n'éprouve de retard dans son époque de maturité. Il en est qui disent que le cotonnier aime un sol frais quand on le sème en terrain non arrosé. Donc un ensemble de témoignages qui nous montrent que la culture du coton avait probablement lieu dans des environnements assez loin des images qu'on peut se faire actuellement d'un coton qui aurait besoin de beaucoup d'eau. Et que probablement le coton ancien avait besoin de beaucoup moins d'eau que ce qu'on pouvait envisager. Donc pour conclure, nos recherches, elles s'intéressent à la diffusion, à la domestication, à la diffusion du coton. Et l'ensemble des données archéologiques et historiques montrent qu'on a une diffusion et une multiplication des lieux de production sur l'ensemble de l'Ancien Monde, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord-Est, il y a environ 2000 ans. Que ça implique 2 types d'espèces. Pour l'instant, on n'est pas trop capable de les différencier, mais qu'on espère dans les années qui viennent pouvoir les différencier et ainsi mieux comprendre les processus de diffusion. Que cette diffusion du coton, elle se fait à la faveur d'échanges commerciaux importants, qui impliquent bien sûr tout un tas d'autres produits. Et qu'elle est probablement le fait d'expérimentations locales. Ça, j'en ai assez peu parlé, mais je vous livre directement l'hypothèse qui est actuellement faite. Et qu'elle est plutôt le fait d'expérimentation locale, d'initiatives paysannes, et non pas le fait d'un contrôle étatique voulant introduire la plante, mais qu'elle est le résultat de croisements de populations, de tentatives qui mènent peu à peu à une culture établie de la plante. Que sur certains sites, comme sur le site des Gras, la culture elle va se poursuivre sur plusieurs siècles, qui montre une gestion assez optimisée de la culture de la plante, qu'elle est très souvent associée à des milieux oasiens, où donc l'oasis apporte chaleur, humidité qui sont très appropriées pour la culture du coton, et que dans certaines régions, notamment en Soudan et en Égypte, il faut envisager la culture du coton en culture pluviale, sèche. Et pour réellement finir, je voudrais dire que ces recherches, elles sont collaboratives. Elles impliquent un certain nombre de personnes que je tenais à remercier ici et qui sont donc au sein de mon laboratoire et qui, par leurs expériences, leur analyse et leurs recherches, amènent à mieux comprendre l'histoire de cette plante. Je vous remercie.